Bonjour, bonjour et bienvenue à cette dernière présentation sur Karma, où est-ce que le fun commence. On va mettre aujourd'hui toutes les pièces ensemble, mais avant, on va parler de croissance. Donc, c'est le dernier sujet qu'on aborde. Et donc, la croissance, c'est un des paramètres importants d'une évaluation, right? En même temps que les flux de trésorerie et le risque associé à ces flux de trésorerie-là. Donc, au niveau de la croissance, il y a plusieurs façons qu'on peut évaluer celle-ci. Donc, trois premières, ça peut être, on peut regarder historiquement. Historiquement, quelle a été la croissance de l'entreprise. Dans le cas de Karma, euh, dans le cas de Karma, on a très peu de données puisque c'est une entreprise qui est entrée en bourse au mois de février. Et donc avec les résultats financiers qu'elle a sortis, son dernier 10K, j'ai pu retracer 3 ans de données. Donc, on a une moyenne géométrique de environ 24% de croissance par année, ce qui est intéressant comme croissance. Et donc, ça peut nous donner un premier indicateur de ce à quoi on peut s'attendre de Karma. Mais bien sûr, c'est le passé, donc le passé n'est pas représentatif du futur. On peut regarder aussi ce que nos compères estiment pour avoir une idée euh, de ce qui se dit, malgré qu'il faut quand même faire nos propres choix. Et au niveau des ventes, ils estiment que la croissance pour 2025 va être autour de 24,5%, ce qui est en lien, comme qu'on vient de le voir, avec les données antérieures. Et les analystes, il y en a 5, je crois, qui suivent le titre, donnent également leur prévision euh, de EPS, donc Earnings per Share. Et donc, il l'évalue pour cette année à 32 cents par action et 60 cents par action pour 2026. Et donc, voilà. Lorsqu'on compare, par exemple, au passé, les analystes semblent s'attendre à beaucoup de croissance de la part de Karma. Hein, on regarde 2024, 8 cents par action, 32 cents par action cette année, 60 cents par action l'année prochaine. Donc, j'imagine que les analystes estiment beaucoup de croissance de la part de l'entreprise. Et on peut également regarder le taux de croissance fondamental. Et ça va nous aider pour déterminer euh, un taux de croissance soutenable à long terme. Et ça, c'est le type de métrique qu'on va utiliser pour estimer la croissance à long terme dans notre valeur terminale de notre évaluation. Et donc, les A et B, je les ai fait quand même, mais ce n'est pas les plus pertinents. Juste mathématiquement, lorsqu'une entreprise passe d'une perte à un gain, ça vient un peu fausser les données, ou lorsque le chiffre de gain est très petit et s'apprécie un peu. Donc, ça a un effet relativement exponentiel, comme qu'on peut le voir par exemple ici euh, au cours des 12 derniers mois, le réinvestissement était de 884%, mais c'est juste une fonction que les chiffres étaient petits. Donc, le principal qu'on peut retenir, ça va être le réinvestissement. Lorsqu'on veut chercher le operating income, le réinvestissement et le taux de rendement sur le capital investi. On va revoir ces métriques-là plus tard, mais ça peut nous aider à déterminer le taux de croissance soutenable à long terme de l'entreprise par rapport à ce qu'elle réinvestit et la qualité de ce qu'elle réinvestit. Donc, voilà. Mais puisque donc, c'est trois métriques qu'on peut observer, mais dans le cas de Karma, puisque c'est une entreprise qui est encore en phase de croissance et que ses marges vont changer à travers le temps, il y a une autre façon qu'on peut l'estimer, et donc on va adopter un top-down approach. Ici, par exemple, j'ai regardé au budget du département de la Défense et j'ai voulu voir dans quoi le département de la Défense investissait, les tendances dans le secteur.
Et donc, ce que j'ai repéré quatre divisions ou quatre catégories du budget de la défense dans lesquelles Karma compétitionne et le reste où est-ce qu'ils n'ont pas vraiment de lien dans ces catégories-là. Et donc ensuite, j'ai dressé le portrait historique de ce à quoi ça ressemble. Et donc, une des choses vraiment intéressantes que j'ai trouvées, c'est les secteurs affiliés à Karma, ceux que ici, donc, ont pris des parts de marché dans les catégories dans lesquelles le département de la Défense investit. Donc, en 2010, c'était autour de 28% et pour l'année 2025, pour le budget 2025, c'est autour de 37%. Ce qui fait une croissance composée d'environ 4,5% pour l'ensemble des catégories dans lesquelles Karma évolue, ce qui est un vecteur assez favorable lorsqu'on réfléchit à la croissance que Karma pourrait avoir dans le futur. Et comme qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, Karma est vraiment dans des secteurs qui vont être priorisés par le département de la défense et les priorités de l'administration américaine. Et donc, ça, c'est très, très important. Toutefois, il faut quand même noter que les secteurs affiliés par Karma continuent d'être moins, à avoir moins de parts de marché dans le budget de la défense que les autres lorsqu'on pense au F-35 ou etc. ou même à la construction maritime, qui sont des gros, gros projets. Et donc, je l'ai modélisé, je l'ai mis en graphique ici et on voit que les parts de marché sont en augmentation à travers le temps. Et le deuxième graphique ici, ça vient juste nous montrer que euh, 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 ce qu'on voit ici au niveau des acquisitions. Donc, les acquisitions, c'est la catégorie dans laquelle le département de la Défense classifie tout ce qu'il va acheter durant l'année, ce qui est vraiment là que Karma est, de même titre que les secteurs qui ne sont pas associés à Karma. Et on remarque que c'est les dépenses militaires pour acquérir des instruments vont continuer à augmenter, ce qui devrait continuer à favoriser Karma pour les prochaines années, en plus que les secteurs dans lesquels il évolue semblent avoir la cote auprès de l'administration américaine. Il ne faut pas oublier également que c'est peut-être moins d'actualité présentement, mais c'est une tendance lourde qui se décide, c'est l'envolée, la commercialisation de l'espace. Et donc, au courant des prochaines années, ça va également être un vecteur de croissance pour Karma à mesure que ces opérations-là décollent. Donc, vous pouvez voir la ligne bleue et la ligne rouge. Donc, vous pouvez voir que pour 2025, 2026, 2027, 2028, il va y avoir une croissance assez importante. Donc, avec des projets, par exemple, comme Blue Origin, qui continuent à prendre leur envol. Donc, ça, c'est pour la croissance, une façon de regarder la croissance. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que le potentiel de revenus pour Karma est assez élevé. Et j'ai voulu creuser également dans chacun des sous-catégories que Karma est. Et donc, il y a le Missile Defense Program, et ça, c'est vraiment un programme dans lequel on va acquérir des systèmes d'armement pour contrer les systèmes de missiles offensifs de l'adversaire. Et donc, probablement que vous l'avez entendu dans les nouvelles, le Golden Dome, donc le projet de créer une sorte de bouclier antimissile ennemi sur le territoire américain. Ensuite, dans quel format ça va prendre, ça, les questions ne sont pas répondues par rapport à ça. Mais dans la catégorie des systèmes de défense de missiles, les trois principaux sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc, ce qu'on appelle les GMD, les Ground Base, les THAAD et les systèmes de défense Patriot. Et donc, ça, c'est trois produits dans lesquels Karma est un sous-contractant, définitivement. Et donc, l'opportunité pour Karma va être vraiment le Golden Dome.
Et on a pu voir en date du 20 mai, donc hier, le président américain semble avoir choisi le design pour le Golden Dome, mais encore une fois, on n'a pas davantage de détails. Ça va être probablement un système à plusieurs niveaux de défense, donc des intercepteurs courts, moyens, longs, certains dans l'espace. Donc à voir, mais clairement, un vecteur de croissance potentiellement très important, puisque Karman est déjà impliqué au niveau des intercepteurs. Donc, au niveau des missiles et munitions, c'est une autre catégorie dans laquelle Karman est un fournisseur. Et donc, il y a vraiment deux principaux que je veux que vous mainteniez votre attention. Le premier, ça va être les GMLRS, donc les Guided Multiple Launch Rocket System. Et la raison pour laquelle je veux que vous gardiez ça en tête, c'est parce que dans le dernier appel conférence de Karman, ils ont mentionné quelque chose de vraiment intéressant dans le sens où est-ce que l'armée américaine aimerait augmenter ses achats d'une production de 10 000 unités par année à 19 000 unités par année débutant en 2028. Donc, ça demeure des rumeurs, mais clairement, Karman est un sous-contracteur dans ce programme-là. Donc, ça pourrait être une belle source de revenus. Et également un autre programme vraiment important, autant pour la défense américaine que potentiellement pour Karman, c'est le programme Sentinel. Donc le programme Sentinel qui vise à remplacer dans le triade nucléaire l'ancien programme qui s'appelle Minuteman 3. Et donc ça va être un missile qui va faire partie de la triade nucléaire américaine. Donc voilà. Ensuite, prochaine catégorie, vraiment au niveau spatiaux. Et ça, ça va être vraiment au niveau des Launch Enterprise. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, Atlas, Delta. Et donc, ça, c'est des lanceurs. Donc, c'est dans lesquels on va mettre des charges utiles et on va les diriger vers où on veut les envoyer. Et Karman est un sous-contracteur vraiment important de ces programmes-là. Et donc, notamment avec le United Launch Alliance, qui est la co-entreprise entre Lockheed Martin et Boeing. Donc, vraiment très important pour cette division-là qui devrait croître à un rythme très important dans les prochaines années. Ensuite, bon, là, on connaît un peu où la croissance de Karman va être. Donc, un potentiel de croissance vraiment important pour l'entreprise, ça, il n'y a aucun doute. Ensuite, il faut savoir un peu ses marges, right? Donc, c'est beau croître, mais si nos marges sont faibles, on n'aura pas autant de bénéfices que si on a des marges plus élevées, right? Donc, on va essayer de cibler la marge opérationnelle. Et donc, c'est vraiment ça ici qu'on va venir cibler. Et donc, Karman, il faut lui donner, au cours des dernières années, ont vraiment fait du bon travail pour augmenter leur marge opérationnelle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des économies d'échelle, des bons unit economics, donc ils sont capables de bien manufacturer les produits, les vendre à un bon prix, gérer leurs dépenses. Par contre, at some point dans le temps, ils vont être quand même calibrés parce qu'ils sont sur des contrats à prix fixe pour la majorité. Donc, ils n'auront pas un espace illimité pour faire croître la marge opérationnelle. Et donc, ça, c'est par rapport à historique, mais on peut également regarder ce qui se fait dans le secteur. Donc, dans le secteur, j'ai mis la moyenne, la médiane, mais j'ai également mis les best in class, vu que je pense que dans les deux cas, que ce soit pour la marge brute ou la marge opérationnelle, Karman va être parmi les meilleurs, notamment parce que leur stratégie d'acquisition a permis vraiment de créer une stratégie de conception à la production. Donc, ils sont capables d'intégrer beaucoup de parties de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est vraiment avantageux pour eux par rapport à leurs compétiteurs. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils vont avoir un certain pricing power et qu'ils vont pouvoir, s'ils continuent à bien performer en termes d'intégration et de synergie des différentes acquisitions, ils vont vraiment devenir un sous-contracteur de choix pour leurs clients. Par la suite,
il faut parler également de quelque chose de vraiment important et souvent c'est oublié, c'est que, surtout pour la valeur terminale à long terme, mais c'est que la croissance n'est pas gratuite, right? Si vous voulez croître, il faut absolument que vous réinvestissiez dans vos opérations. Donc, c'est impossible de croître, par exemple, comme Karma à un rythme de 25% si l'entreprise ne réinvestit pas, que ce soit en termes d'infrastructure ou, par exemple, d'acquisition pour agrandir son bassin euh, de, de produits et services. Donc, ici, j'ai utilisé une métrique qui s'appelle le Sales to Invested Capital et j'ai pris différents sous-contracteurs et primes du secteur aérospatial et de la défense et j'ai voulu savoir à quoi ça ressemblait. Donc, le Sales to Invested Capital, ça mesure l'efficacité dans laquelle on est capable de transformer nos investissements en revenus. Et donc, pour le secteur, 0,93 et pour des firmes qui sont plus matures, ça va être 1,25. Karma étant une jeune entreprise, c'est relativement normal que son chiffre va être plus bas euh, parce qu'elle doit réinvestir pour continuer à croître. Hein, right? Elle n'a pas l'infrastructure d'un Lockheed Martin ou d'un Northrop Grumman. Et la bonne nouvelle, c'est que de 2022 à 2024, ça l'a cru. Donc, les investissements que Karma fait améliorent son efficacité au niveau des ventes. Mais ça demeure en bas de 1 où c'est très faible, notamment parce pas faible, mais c'est faible, pas très faible. C'est en amélioration. Mais une des raisons, c'est parce que lorsqu'on compare, par exemple, son rendement sur le capital investi par rapport à son coût du capital qu'on a vu dans la vidéo précédente, le rendement sur le capital investi continue de demeurer plus faible que le coût du capital, donc le rendement anticipé des investisseurs. Donc, ce qui fait en sorte que Karma ne tire pas l'ensemble. Disons que Karma ne tire pas l'ensemble des bénéfices qu'elle devrait à ce stade-là par rapport à son risque. Donc, mais la bonne nouvelle, encore une fois, dans le rendement sur le capital investi, c'est que Karma continue à avoir un meilleur rendement sur le capital investi, comme on peut voir de 3% à 9,4% en 2024. Donc, c'est bien. Karma doit continuer dans ce chemin-là. Donc, on arrive maintenant à tout mettre les pièces ensemble. Donc, j'utilise un modèle à 3 périodes différentes. Donc, il va y avoir année 1 à 5, année 6 à 15, ensuite la valeur terminale dans le temps, donc une croissance stable à travers le temps. Donc, de l'année 1 à l'année 5, je pense que Karma a tous les outils pour croître de façon significative à 25% par année. De l'année 6 à 15, on va partir de 25% et on va décélérer le rythme de croissance. Donc, 25%, moins 2,2, 23 et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à 3% à la fin de l'année 15, qui va être le taux de croissance soutenable à long terme pour l'entreprise. Ensuite, au niveau de la marge opérationnelle, je pense que 20%, c'est un chiffre qui est très intéressant pour Karma, qui va mettre l'entreprise dans les meilleurs de son secteur. Voilà. Ensuite, un taux de taxation qui va augmenter à travers le temps. Donc, Karma, aujourd'hui, a un taux de taxation à sa dernière année fiscale de 11,5%. C'est notamment parce qu'elle avait des crédits de recherche pour développement, ainsi que l'amortissement de ses pertes antérieures. Mais on sait qu'à travers le temps, c'est impossible qu'une entreprise paie moins que le taux de taxation en place. Donc, je vais augmenter progressivement son taux d'imposition vers le taux d'imposition marginal aux États-Unis, qui est autour de 25%, donc 21% de taux de taxation fédérale, plus les taxes des différents États, c'est autour de 25%. Ensuite, un ratio de Sales to Invested Capital qui va passer actuellement à 1,25 pour une firme à mesure que Karma devient mature. Pour ma valeur terminale, j'ai un taux de croissance de 3%, donc qui est juste le rendement
le rendement sur le capital investi fois le taux de réinvestissement, ça nous donne 3%. Et ce qui est une bonne nouvelle parce que on a un cap à environ 4%, puisque le taux de croissance de Karma à long terme ne peut pas être supérieur au taux de croissance de l'économie. Donc 3%, ça met un certain cap sur notre modèle pour pas qu'il explose la valeur terminale, ce qui est excellent. Taux de réinvestissement à 23%, coût du capital à 9%, donc de 11,1 à 9%. Et les principales raisons vont être que, à mesure que Karma devient mature, son ratio de dette au fonds propres va diminuer vers la médiane du secteur. Karma va aussi diversifier potentiellement ses revenus à l'extérieur du gouvernement américain, peut-être en Europe, et ex-gouvernement, donc vers le marché commercial. Et il va y avoir une amélioration de la cote de crédit de Karma dans le futur, ce qui devrait baisser la prime sur le coût de la dette. Donc, voilà, ce sont mes hypothèses. Et donc, c'est ce qui est entré dans le tableau. Donc, les revenus vont croître de 362 millions presque à 3,7 milliards. On va avoir notre marge opérationnelle, notre EBIT, etc., etc., notre valeur terminale. Et lorsqu'on met tout ensemble, qu'on enlève la dette et qu'on rajoute le cash, j'arrive avec une valeur d'entreprise de 1, oups, j'ai fait une erreur, mais la valeur des fonds propres à la place de la valeur de l'entreprise de 1,7 milliard de dollars. On divise par le nombre d'actions en circulation et on arrive avec une valeur de Karma par action de 12,50 par action, de 12,44 par action. Et c'est assez intéressant parce que la valeur de Karma aujourd'hui, si vous allez sur le New York Stock Exchange, est de 44,01. Donc, pour mon projet, Karma semble surévalué de 71,7%. Et on va essayer de comprendre pourquoi je suis aussi loin. Est-ce que c'est moi qui est complètement dans le champ ou est-ce que c'est le marché qui assume quelque chose qui est peut-être pas réel? Et donc, j'ai pris les deux principales variables qui dirigent mon modèle, right? Donc, si je fais varier le taux de croissance de Karma ou si je fais varier la marge opérationnelle, c'est vraiment des variables qui vont venir faire varier de façon importante la valeur des fonds propres de l'entreprise. Et donc, j'ai construit une simulation où est-ce que je change ces deux variables-là et je remplace ces deux variables-là dans mon modèle. Donc, à la place de 25% de taux de croissance et de 20% de marge opérationnelle, j'ai le choix de 15 à 40 et de 14 à 25. Et donc, dans le premier tableau, où on peut l'utiliser par action dans le deuxième tableau, si Karma, le petit carré en bleu, c'est Karma dans sa situation actuelle, donc si Karma continuait exactement sur le chemin où est-ce qu'elle est en ce moment, donc environ 24% de croissance et 17% de marge opérationnelle, Karma, dans mon modèle, aurait une valeur de 7 par action. Moi, comme on a pu le voir, j'ai une vision qui est relativement assez positive de Karma. Donc, je pense que pour les 5 prochaines années, 25% et ensuite décélération vers 3% sur 15 ans. Et j'augmente également la marge opérationnelle de Karma à 20% par rapport à 17% aujourd'hui. Donc, on arrive avec une valeur de 12,44. Mais là, on peut se demander 44 par action. Qu'est-ce que ça représente? Et donc, si on change seulement les deux variables dans le modèle, qui sont les deux variables les plus importantes, qu'est-ce que le marché price pour Karma? Et donc, il faut se déplacer jusqu'au fond de ma simulation pour atteindre des valeurs de 44. Et donc, ce que ça signifie, c'est que le marché anticipe au minimum, plus de 35%, entre 35 et 40% de croissance annuelle pour les 5 prochaines années, qui décélère ensuite vers un taux plus normal à travers le temps. Mais pas seulement ça,
c'est qu'ils s'attendent également à ce que la marge opérationnelle oscille entre 22 et 25%. Donc, non seulement le marché croit que la croissance est incroyablement élevée, mais également que Karma va être en mesure d'intégrer de façon très importante l'ensemble de ses acquisitions. Et donc, est-ce que c'est justifié? Et une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante lors du dernier appel conférence de Karma, c'est que si les choses allaient si bien, j'aurais imaginé que l'entreprise aurait augmenté ses prévisions de revenus, par exemple. Mais c'est pas le cas. Ils ont maintenu leur guidance exactement à 25, 24, 25% pour l'année. Donc, je crois que le marché anticipe peut-être beaucoup trop de croissance pour Karma. Je sais que l'espace, c'est sexy, que le que euh, bref, je sais qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, mais c'est peut-être pas vérifié pour l'instant. Du moins, de mon analyse, j'ai pas l'impression que Karma peut atteindre de 36 à 40% de croissance euh, rapidement, à moins que le Golden Dome devienne une vache à lait importante, que l'exploration spatiale commerciale aussi. Mais par contre, même Karma ne semble pas le signifier pour l'instant dans sa guidance des revenus. Et donc, voilà, ça c'est ce que le marché price. Ce que les analystes price aussi sont autour de... Les 5 analystes qui couvrent le titre ont des achats sur le titre, 46 $. Donc 46 $, on est encore dans les 38-39% plus une augmentation des marges. Donc j'aurais des questions aux analystes de comment ils se rendent jusqu'à ces chiffres-là alors que même l'entreprise ne semble pas être dans cette direction-là. Et ça, c'est sans compter les risques supplémentaires qui pourraient être introduits dans le modèle, right? Parce qu'il y a quand même des risques qui sont importants. Donc, le premier étant qu'il y a un actionnaire majoritaire chez Karma qui s'appelle Thrive Capital, qui détient plus que 50% des actions, qui contrôle le conseil de direction. Donc, en tant qu'actionnaire minoritaire, c'est quand même un risque très important. Et donc, il y a aussi de la littérature qui mentionne que des actionnaires majoritaires peuvent peuvent ajouter à la prime de risque, peut avoir un impact négatif pour les actionnaires minoritaires. Ensuite, il y a aussi un impact de transparence qu'on pourrait augmenter le risque de l'entreprise, hein, right? Parce que dans le passé, dans les documents, notamment son prospectus, il y a eu des faiblesses dans les contrôles internes de Karma dans le passé, donc, notamment dans le cadre COSO, qui est un standard utilisé pour évaluer les contrôles internes d'une entreprise. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les chiffres que Karma nous mentionne? Est-ce que donc, c'est des questions. Est-ce qu'on devrait ajouter une prime de risque pour ça? Ensuite, sa dépendance sur le gouvernement américain, qui sont ses principaux clients. Il y a aussi de la littérature qui montre qu'une dépendance envers le gouvernement peut générer un risque supplémentaire, right? Le risque politique. Ensuite, concentration des actifs corporels. Donc, c'est vraiment particulier parce que lorsqu'on regarde, par exemple, les actifs corporels de Karma, il y a une grande partie des actifs corporels qui reposent sur la relation client, non pas sur de la technologie interne à l'entreprise, donc juste la relation qu'elle a avec ses clients, par exemple, ou le gouvernement américain. Donc ça peut s'effriter relativement rapidement. Hein. Si jamais vous commettez une erreur, c'est possible qu'on vous dise bye-bye, puis là, tous ces actifs incorporels-là devraient être passés comme une charge. Et il y a toujours la stratégie par intégration qui peut avoir un certain danger, hein, right? Parce que il y a le risque culturel, le risque humain, le risque de manquer l'intégration. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que c'est des risques que je n'ai pas ajoutés dans mon évaluation, mais que j'aurais pu ajouter, bien évidemment. Donc, je répète, je conclus en disant que mon évaluation, je juge Karma qui est une excellente entreprise, mais j'accorde une valeur de 1,7 milliard. Le marché en donne 5,8. Je ne suis pas un acheteur, mais si le titre redescend à une valeur plus intéressante,
peut-être en temps et lieu. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.